Ça marche là? Ça marche bien. Oui, ça marche. Tu me... Je t'annonce. Voilà, tu m'annonces. Ok. Bien, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Et donc nous allons ouvrir la séance si vous êtes tous installés, parce que le programme est chargé, vous avez pu le voir. Donc on va essayer on va respecter le timing si possible. Et donc, dans un premier temps, je vais donner la parole au directeur de l'INSEP qui nous accueille dans ses locaux, Fabien Cadu. Et puis ensuite, moi je dirais deux mots concernant le comité d'histoire, mais vraiment quelques mots. Et évidemment, on donnera la parole aux intervenants qui sont chargés de faire tout le propos inaugural et qui est déjà assez chargé. Voilà. En tout cas, merci de votre présence et je donne la parole à Fabien Canu. Merci Martine. Oui, il me revient de dire quelques courts mots d'accueil parce que quand je vois le programme danse qui vous attend, je crois qu'il n'y a pas de temps à perdre. Je suis ravi, vraiment, sincèrement, de vous accueillir tous dans le cadre de ces journées d'études. Merci Martine d'avoir choisi l'INSEP. Parce que souvent, l'INSEP, on pense sport de niveau, bien évidemment, avec en plus une échéance importante qui nous attend. Mais ce n'est pas que ça. L'établissement a aussi une mission depuis très longtemps autour de tout ce qui est l'histoire, de l'archivage. Et on a ici un patrimoine exceptionnel. D'ailleurs, je remercie les gens de l'INSEP qui s'en occupent, qui font un travail remarquable. Je pense à Julien Faro, qui est ici dans la salle, qu'on essaie de faire vivre aussi avec des actions. Nous avons, notamment dans le cadre de cette année des Jeux, un certain nombre de choses à proposer pour faire vivre un petit peu, notamment l'olympisme. Et puis, vous avez pu voir, en venant d'ailleurs, le long des vitres, des grandes vitres de la bibliothèque, toute une exposition autour du sport féminin. Voilà, donc je suis vraiment sensible à ça, parce que ça fait partie, encore une fois, de notre mission. J'en dirai pas plus. Je vous souhaite 2 jours passionnants, j'en doute pas. Et puis, encore une fois, merci d'être ici à l'INSEP. Bon séminaire à vous. Voilà, je cherche mes mots ce matin. Merci Fabien. Alors, très rapidement, donc, moi je suis représentante du comité d'histoire des ministères de la Jeunesse et des Sports, CHMJS. J'en suis la présidente depuis 2017. Ce comité a été créé en 2007 par un inspecteur principal de la jeunesse et des sports, M. Balavoine, qui est décédé trop tôt et qui a créé ce comité d'histoire avec d'autres membres, dont Denise Bariolade, qui est ici aussi, et qui a contribué à créer ce comité, qui a pour objectif de faire savoir un peu quelle est cette politique des ministères de la jeunesse et des sports. On dit des ministères parce que ça n'a pas toujours été jeunesse et sport. Et on fait ce qu'on peut. Nous sommes un comité assez modeste pour les moyens. Et si on est aujourd'hui organisateur de ces 2 journées, c'est vraiment un peu sur le plan logistique, là, parce que ce colloque, a été vraiment conçu par des historiens et bien évidemment les archivistes, puisque l'initiative, elle vient à la fois, d'abord des Archives de France, et ensuite Patrick Clastre, qui est membre du comité d'histoire, qui est historien, maître de conférences, professeur des universités à Lausanne, qui devrait nous rejoindre aujourd'hui, parce qu'il a eu quelques petits soucis de santé, mais il devrait nous rejoindre. Et donc, ce sont vraiment ces 2 entités, là, historiens alors qui sont représentés sous différentes formes. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, ce sera fait dans la journée, mais voilà, qui sont à l'initiative de ces 2 journées d'études très importantes, très intéressantes, très riches, comme l'a dit Fabien. Donc le comité d'histoire, je le représente, mais au comité d'histoire, il y a aussi Cyprien Henry, qui est ici, qui est archiviste et qui s'occupe maintenant donc des archives du sport, puisque vous savez que le sport jeunesse sont rattachés à l'éducation nationale. Donc Cyprien Henry est l'archiviste du ministère de l'Éducation nationale, jeunesse et sport. Et il est présent et il intervient aussi aujourd'hui. Je suis de même, moi, personnellement, inspecteur général de la jeunesse des sports, enfin, éducation, jeunesse et sport maintenant, parce que aussi ça fuse. Et cette
institution est représentée par Patrick Lavore, qui est le responsable du collège Jeunesse et Sport au sein de cette grande inspection générale qui représente Caroline Pascal, la chef du service. Merci Patrick d'être présent. Voilà, alors je tiens, et j'en terminerai là, je disais, donc nous on a été un peu à la manœuvre pour organiser ça techniquement. Et je tiens à remercier les partenaires, évidemment le SIAF, le service interministériel des archives de France, qui est bien représenté, qui va intervenir, qui porte beaucoup ce colloque, puisqu'ils sont à l'initiative de cette grande collecte. Mais je tiens aussi à souligner que le Comité national olympique et sportif est partenaire et nous a vraiment apporté son aide, ainsi que l'ANOF, l'Académie nationale du sport qui est représentée aussi ici. Et puis aussi d'autres partenaires qui ont pu s'associer à cet exercice qui était quand même un gros travail. J'espère que tout se passera bien. Et donc aujourd'hui à l'INSEP, demain aux Archives nationales. Je n'ai pas cité Clotilde Rouillet qui est dans cette salle, si elle est là, qui est vraiment notre partenaire aussi et qui a beaucoup œuvré pour la journée de demain. Et voilà, on espère que l'accueil sera ce que vous attendez, mais surtout le contenu, c'est vous, les historiens, les archivistes qui le portez. Je vous remercie beaucoup et puis bonne journée et puis à plus tard. Alors, je vais céder la parole aux intervenants qui sont inscrits dans le programme. Voilà. Alors, l'organisation qui avait été demandée, moi, j'espère que ça vous convient. Mais l'INSEP a été quand même bien à la manœuvre, notamment Laurie Bellabou, qu'il faut citer. Tenez, je vous laisse faire. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis ravie d'être ici dans ce très beau lieu du sport. Un grand merci de bien vouloir nous accueillir aujourd'hui. Et bravo aux organisateurs, ne serait-ce que pour aussi déjà la qualité de la signalétique qui a permis de l'entrée et arriver ici sans aucune difficulté. Donc merci. Donc pour ce très beau colloque, vous en avez déjà dit quelques mots consacrés au traitement et à la valorisation des archives et à l'histoire des fédérations sportives en France, olympique et para-olympique. Il a été initié, peut-être bien qu'on y a contribué, qu'on a aussi contribué, mais il a été initié par le comité d'histoire des ministères chargé donc de la jeunesse et des sports, et conçu par un certain nombre de partenaires, donc à parité entre le monde des sports et le monde des archives. Alors le monde des sports, vous avez évoqué le Comité national olympique, bien sûr, l'Académie nationale olympique française et la Société française d'histoire du sport, et côté monde des archives, donc les archives de France, avec Brigitte Guiguenot que vous allez entendre juste après nous, aux côtés donc de Juliette, que tout le monde connaît ici, qui est notre grande missionnaire sur la grande collecte des archives du sport, mais également Cyprien a été évoqué, la mission des archives et du patrimoine culturel du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et évidemment les archives nationales qui sont aussi à la manœuvre et qui le seront encore plus demain, puisque c'est à Pierrefitte-sur-Seine que vous serez accueillis demain matin. Ces 2 journées d'études visent donc à réunir historiens et archivistes dans une série en fait de réflexions conjointes pour inciter les fédérations sportives et les grands clubs à prendre conscience de la nécessité de conserver et de déposer leurs archives. Et je suis très impressionnée par la richesse de ce colloque, avec quand même 8 tables rondes réunissant personnalités du monde du sport et des archivistes pour en fait montrer et donner à penser différentes facettes et points de vue de la question. Donc le cadre institutionnel qui va ouvrir cette séquence après nos introductions, l'articulation donc entre archives publiques, archives privées, et c'est dans ce cadre que vous entendrez notamment
notamment les archives nationales, mais aussi les archives nationales du monde du travail. Je salue Quentin qui est présent parmi nous. Le point de vue des chercheurs, le point de vue des clubs et des fédérations sensibilisées à la question des usages qui peuvent être faits de ces archives, la question des archives audiovisuelles, les archives des armées, je salue Bertrand Font qui est aussi là, la recherche et les enquêtes orales et biographiques. Donc vous voyez un programme hyper riche. Ce colloque s'inscrit dans une vaste opération qui est la grande collecte des archives du sport. Pourquoi cette grande collecte des archives du sport ? Eh bien, en fait, j'ai coutume de dire que chaque commune a son stade, a sa piscine, a ses clubs. Chaque Français possède ses souvenirs sportifs liés à un loisir, à une compétition, un cours d'éducation physique. Le sport bouleverse nos paysages urbains et ruraux, nos habitudes culturelles, transforme nos temps de loisirs, modifie nos rapports au corps, participe au développement économique et suscite des moments de communion. Et pourtant, les traces et les sources, on en reparlera, qui permettent de faire cette histoire sont encore trop peu nombreuses, ou plus exactement, elles existent, mais elles sont très dispersées. C'est la raison pour laquelle cette grande collecte a été suggérée en premier lieu par Emmanuel Laurentin, à ma gauche, qui évoquera, j'imagine, cet épisode. Alors, une grande collecte, on en avait déjà fait aux Archives de France, notamment la première sur la Grande Guerre, sur la commémoration de la Première Guerre mondiale. Pourquoi une grande collecte ? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de susciter en fait, des dons ou des dépôts de tout le monde, de l'ensemble des citoyens, de l'ensemble des Français, des organisations, pour pouvoir remettre des documents écrits, des photographies, des journaux intimes, des books, des mémoires, des lettres, des récits, des carnets, des dessins, bref, tout ce qui vient compléter, enrichir, incarner toutes les archives plus publiques, c'est-à-dire venant des administrations qu'on a pour mission de collecter et de conserver et d'y donner accès, pour faire patrimoine commun et faire en sorte que l'ensemble de nous tous participe à la constitution de ce patrimoine commun. Ça a particulièrement bien marché pour la guerre de 14-18 qui concernait absolument tout le monde et qui a connu un engouement qui nous a tous beaucoup marqués et beaucoup émus lors de ces face-à-face avec les donateurs et les déposants. On a eu depuis d'autres collectes sur l'Afrique, sur les femmes. En ce moment, avec les commémorations de la fin de la guerre d'Algérie, on a également des collectes qui se font notamment auprès des anciens appelés, qui donnent des choses très passionnantes dans certains territoires. Et donc, cette grande collecte sur les archives du sport, elle prend tout son sens car, comme je l'ai dit, le sport touche chacun et chacune. Et c'est une collecte qui viendra donc compléter tous les versements d'archives publiques qu'on a pu avoir et qui sont également en cours de constitution, notamment de la part de toutes les fédérations qui sont délégataires d'une mission de service public. Ça sera rappelé tout à l'heure. Et puis également du travail en cours auprès des organismes que sont par exemple le COJO ou Solidéo, auprès de qui les archivistes sont au plus près pour anticiper, préparer une collecte de qualité et qui permettent de faire trace, mémoire, preuve dans un premier temps, mémoire et trace dans un second. Le lancement officiel de cette grande collecte officielle, elle s'est fait en juin dernier lors de la journée olympique. Elle se passait au conseil départemental d'Indre-et-Loire avec les archives départementales d'Indre-et-Loire aux côtés du service action culturelle, sport et vie associative qui ont mené et qui mènent toujours une action exemplaire avec des collectes très remarquables de par leur diversité sur les sports concernés, le nautique, le basket, également sur leur profondeur historique, du 19e siècle à de la photographie nativement numérique produite ces années dernières, leur ouverture sur le présent et les nouveaux sports, et donc la diversité des supports, donc depuis des registres papier jusqu'aux fichiers numériques du journaliste dont on a collecté des milliers en fait, de photos qu'il avait rassemblées.
Pour autant, dès 2022 et avec le label Olympiade culturelle, la grande collecte a démarré de ci, de là sur certains territoires. Je pense par exemple au Finistère qui a ouvert un peu le mouvement, si je puis dire, autour de plusieurs sports, un différent chaque année, le vélo, les sports de balle, les sports d'eau. Les archives départementales du Calvados, également très actives dès le début, qui ont démarré une collecte, puis une très belle exposition qui s'appelle Au sport citoyen, qui a été suivie d'une publication, qui a été suivie de pas mal d'actions sur aussi les archives et les femmes, enfin le sport et les femmes. Il y a un certain nombre de pages mises en ligne. Les archives du Loiret et du Gers qui, eux, s'y sont mis autour, cette fois-ci, du rugby. Donc le Loiret, ce n'était pas évident de penser que rugby, Loiret. Et pourtant les archives qui ont été collectées sont tout à fait passionnantes. Les Hauts-de-Seine qui ont pu arriver à avoir le dépôt des archives remarquables du Racing Club de France et qui d'ores et déjà font l'objet près d'une exploitation déjà par des chercheurs. Donc ça a été une opération très exemplaire. Sur l'handisport, on a également la ville de Saint-Étienne qui travaille autour de la personnalité d'Yvenheim et donc de collecte de témoignages oraux à son sujet. Aujourd'hui, c'est plus de 150 services d'archives nationaux, territoriaux qui participent à cette grande collecte, avec plus de 400 actions menées différentes que vous pouvez retrouver en regardant le portail France Archives, sur lequel a été publiée en fait une carte interactive qui permet, en se baladant sur le territoire, de voir ce qui est fait de ci, de là. Ce qui est fait derrière des collectes, c'est des expositions, c'est des conférences, c'est des jeux, c'est des dossiers pédagogiques. Grande collecte reprise dans le cadre des journées du patrimoine de cette année, avec un certain nombre d'actions menées, et notamment autour des sports traditionnels, pelote basque, gourenne, jeux de mailles, quilles de six, des initiations sportives qui ont commencé à intervenir dans certains services d'archives, des projections, etc. Également, l'occasion a été de parler de la grande collecte au rendez-vous de l'histoire de Blois autour d'une table ronde que vous avez animée, Emmanuel, et également un atelier pédagogique pour voir ce qu'on peut faire entre sport et éducation. En octobre, durant la coupe de rugby, ça a été l'occasion dans le Gers, notamment à l'occasion de la sortie d'une grande exposition que le Gers fait en ce moment, propose à partir d'une collecte très riche sur le rugby, avec les archives de Jacques Fourou notamment qui ont été collectées. Donc il y a eu la projection en lien avec le centre, avec le CNC, du film La Grande Passion. Et donc ça, c'est un film qui a été restauré à cette occasion-là, avec derrière un accompagnement musical. Et ça, c'est quelque chose de formidable qui a été fait. Des grandes collectes toutes récentes qui ont commencé sur de nouveaux territoires, à Mayotte, les territoires plus lointains. La Seine-et-Marne également, avec notamment des potentiels de collecte autour du canoë. Le Val-de-Marne qui se spécialise sur les archives audiovisuelles. Les archives départementales de l'Orne en lien avec les archives municipales d'Argentan, de Flers, d'Alençon qui mènent des actions conjointes. La Haute-Marne autour du paracyclisme et du Racing Club Chaumonté. La Haute-Vienne également qui a collecté les archives d'un ancien champion olympique, Michel Rousseau. Bordeaux Métropole autour du rugby, la Charente à venir avec des choses autour de l'athlétisme et des productions assez rares. Donc voilà, ça se poursuit et ça ne cesse de se développer. Également, aujourd'hui, nous pouvons annoncer le lancement officiel du partenariat, ça a été un peu long, mené avec l'Éducation nationale, donc, qui, ça y est, démarre. Donc, en fait, du CP à la terminale, il va y avoir des actions qui vont être proposées par les professeurs qui seront intéressés dans les classes, avec les élèves qui pourront, en fait, utiliser des documents liés au sport de leur famille ou qu'ils auront produit, etc., pour en faire une production en lien avec les services d'archives, bien évidemment. Donc, on espère que ça va être formidable et que ça va bien marcher. Déjà, on a des actions menées avec quelques classes, je pense notamment à la Moselle.
Autre réalisation, une exposition menée avec la NOF, la demande de la NOF sur les femmes et le sport, pour un événement organisé par l'ONG Plan International, avec la participation des archives départementales du Loiret autour de la personnalité de Adrienne Bolland, mais également des archives nationales du monde du travail, avec le panneau sur la lutte avec Sandra Porter. Participation également aux mallettes pédagogiques de la RMNGP ou à la collection sport des microfolies, et un dernier partenariat avec l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique, l'UFOLEP. En matière de recherche, au-delà de ce colloque d'aujourd'hui, on peut se féliciter du lancement également d'un programme de recherche avec notamment autour de Sarah Gainsberger, autour de la sociologie, et à la fois des archivistes et à la fois des donateurs qui participent à cette grande collecte des archives du sport, et qui a démarré autour de l'Indre-et-Loire en juin dernier. Et également un autre grand programme de recherche avec la collecte, le recueil d'archives orales d'anciens dirigeants de fédérations sportives, dont les archives vont être données aux archives nationales. Cette grande collecte a la chance d'avoir des ambassadeurs très mobilisés que je tiens vraiment à remercier très, très chaleureusement, et qui, chacun de leur monde, interviennent pour faire en sorte que cette collecte prospère. Donc Emmanuel Laurentin, que vous connaissez tous, j'imagine, et Marie-Françoise Pottereau, qui est que vous connaissez aussi pour la partie sportive tous, puisqu'elle est présidente de la Fédération de cyclisme et vice-présidente du comité national, et qui nous aide beaucoup aussi pour pousser et susciter les fédérations et les clubs, et ce qui montre que la grande collecte est bien un travail d'équipe. Je vous remercie. Merci, bonjour à tous et toutes. Merci de votre présence. Merci à l'INSEP, cher Fabien, de nous accueillir dans ce lieu prestigieux, rempli d'histoire quand même. Voilà. Et puis, je voudrais aussi saluer la présence pour le CNOSF de Stéphane Natto, qui travaille beaucoup sur la culture olympique à mes côtés. C'est pour nous, CNOSF, et pour moi également, une nouvelle dynamique qui vient de s'enclencher. Je dirais une temporalité opportune, centenaire de Paris, de Chamonix 1924, 50 ans du CNOSF, les JOP 2024. Tout ça fait que le temps est vraiment précieux, et en tout cas, c'est le bon moment, comme on dit. Pour gagner une course, il faut toujours savoir à quel moment il faut partir. Création aussi du service culturel et olympisme en avril 2022 au CNOSF pour s'intéresser à 4 dimensions, les objets, les valeurs, les arts et l'histoire. Recrutement aussi d'un doctorant en histoire du sport pour étudier l'histoire du Comité national olympique et sportif. Les archives, les archives conservées par le CNOSF qui représentent sa première matière. Et nous sommes ravis de ce travail collaboratif, et merci à Arthur Gallois pour cette collaboration. Je dis aussi un élan inédit du CIAF sur les fondations du programme MEMOS déployé par l'ANOF. Le CNOSF a intégré le comité de pilotage de la grande collecte. Et donc, comme on l'a dit, je suis devenue ambassadrice. J'apprends beaucoup tous les jours. Le service culture s'essaie à la collecte, sauvegarde des archives de Jean Petitjean, fondateur des Jeux mondiaux universitaires, qui seront bientôt déposés aux archives nationales. Le service culture intervient dans différents moments pour promouvoir le rapprochement entre le monde du sport et des archives. Conférence au cycle de hautes études du ministère de la Culture. Des actions aussi beaucoup plus transversales. Le service culture répond aux appels à numérisation de la Bibliothèque nationale de France et va numériser les PV du COJO 1924. Le service culture a accompagné la création d'un centre d'études olympiques à Rouen, vivier d'intérêt pour l'histoire du sport et de ses archives. Le service juridique du CNOSF qui est aussi mobilisé, et je remercie aussi la présence de Kevin Pellet qui est là et qui nous aide beaucoup aussi. Avec la CNIL et le Sport Data Hub a construit une fiche thématique qui explique le cadre de l'archivage de la mémoire du sport français. Cette fiche veut une aide à l'appropriation de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, RGPD, laquelle s'applique à l'ensemble des documents d'archives
ou privées comportant des données qui se rapportent à des personnes physiques directement identifiées ou identifiables. Exemple, messagerie, fichiers bureautiques, vidéos de compétition, etc. Parmi les principes qui résultent de cette réglementation figure celui de la limitation des durées de conservation. Ce principe impose de mettre en place des différentes mesures pour organiser la gestion du cycle de vie des données personnelles traitées et les durées de conservation associées. Néanmoins, certaines informations doivent ou peuvent être conservées sans limitation de durée. Exemple, utilité administrative, intérêt historique. En bref, cette fiche est de préciser ces différentes hypothèses et d'identifier les bonnes questions à se poser pour évaluer sa conformité. Convertir une archive en support de communication, le CNOSF veut convaincre ces fédérations pour que la sauvegarde de son patrimoine est un effort non seulement nécessaire, mais utile aux enjeux contemporains de communication. Exemple des ouvrages commémoratifs comme celui de la Fédération française d'athlétisme, exemple des locaux rénovés comme ceux de la FFSU ou de la Maison du handball qui contiennent de grandes frises sur l'histoire de leur fédération, exemple de la Fédération de basket et de son musée, exemple de la frise sur le rugby olympique proposée par le service culture du CNOSF au village rugby de la place de la Concorde pendant la Coupe du Monde 2023 avec 1 million de visiteurs. Structurer un réseau d'entraide. Le CNOSF souhaite capitaliser sur les bonnes pratiques des fédérations qui ont une commission histoire. Certaines interviennent aujourd'hui et d'autres, comme l'escrime ou le canoë, ne sont pas moins dynamiques. Environ 10% du mouvement fédéral a une commission histoire. Objectif, 24% en 2024. Lancer un recensement pour identifier la bonne personne dans une fédération qui peut être le bénévole historique, le dirigeant fondateur, un élu, un passionné, un journaliste. C'est un travail individuel au cas par cas. Et j'en fais l'expérience sur la Fédération française de cyclisme. Ensuite, c'est flécher un historien, un doctorant auprès de chaque fédération qui deviendrait une ressource pour la fédération. Tout ceci est à construire. Nous sommes preneurs de toutes les volontés et de toutes les idées. Vous aurez compris la volonté d'engagement du CNOSF sur ce sujet et notre mobilisation pour embarquer avec nous les fédérations sportives riches de leurs histoires. J'espère qu'on y arrivera et que 2024 sera vraiment un coup d'accélérateur. En tout cas, je vous souhaite de bons travaux. Je suis ravie d'y participer au nom du CNOSF et j'espère que le 2024 permettra vraiment un levier sur cette histoire du sport français. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je suis Emmanuel Laurentin, je suis producteur d'émissions de radio à France Culture depuis maintenant 38 ans. Pour le reste, j'ai été nommé à une époque pour créer un comité d'histoire au sein de Paris 2024. Comité d'histoire qui ne fonctionne plus parce que j'ai été trop pris par d'autres activités et j'ai dû le quitter. Mais néanmoins, c'est dans ce comité d'histoire qu'historiens et historiennes du sport que nous avions réunis, nous étions 16, ont eu cette idée de la grande collecte. Cette idée de la grande collecte nous est venue tout simplement parce que historiens et historiennes du sport ont considéré qu'ils avaient besoin, vous savez, les historiens et les historiennes sont considérés comme des ogres et des ogresses. Ils avaient besoin de manger de l'archive. Ils avaient besoin d'en avoir beaucoup plus que ce qu'ils ne possédaient à ce moment-là. Ils avaient conclu de leurs travaux qu'il était difficile de convaincre, justement, et on vient d'en parler avec Marie-Françoise Pottereau, de convaincre parfois des responsables de clubs, des responsables de fédérations, de confier leurs archives, de leur confier leurs archives. Et donc, ils se sont mobilisés pour avancer dans cette idée d'une grande collecte. Et c'est grâce au ministère de la Culture en particulier et à la direction du patrimoine que nous avons pu porter ce projet dans un premier temps. Et ensuite, il s'est développé. Ce que je voulais dire autour de cette grande collecte, pour être bref, parce que je sais qu'on est déjà un petit peu en retard, c'est que, et je parle à des gens qui sont évidemment tous et toutes convaincus de cela, nous avons un énorme trésor dans nos mains. Ce trésor, c'est celui justement de l'ensemble des archives du sport depuis leur origine.
Et puis, j'aime répéter que le sport est un fait social global, comme on en a peu dans le monde sur la durée du 19e et du 20e siècle et du début du 21e, et qu'il faut embrasser justement ce fait social global de toutes les façons pour pouvoir justement rénover, développer une histoire du sport qui mérite de l'être. Mais un trésor, vous le savez, c'est pour les archéologues, est souvent retrouvé par hasard, quand des millions ou des milliers d'autres trésors dorment encore sous terre, enterrés à la hâte par des gens fuyant leur maison et fuyant leur terre. Et ces trésors-là réapparaissent souvent par surprise et font évidemment le bonheur des archéologues et des chercheurs. Pour éviter que ce trésor ne disparaisse pour des générations, il faut d'abord se convaincre que c'est un trésor. Or, nous avons bien vu, et ça vient d'être dit à la fois par Françoise et par Marie-Françoise, que depuis le début de la grande collecte, que toutes les institutions ne considèrent pas encore justement ces archives comme des trésors, ces traces de vie des clubs et des fédérations comme des trésors. Or, pour fréquenter depuis longtemps les historiennes et les historiens du sport, ceux-ci insistent sur l'urgence à conserver, à collecter et à enrichir leur propre travail. Je vais vous donner quelques exemples et je m'arrêterai sur ces exemples-là. Les historiennes et les historiens des femmes et du genre, par exemple, ont déjà trouvé quelques pépites. Elles travaillent, ou ils travaillent sur ce sujet depuis maintenant pas mal d'années. Mais ils seraient ou elles seraient très heureux et très heureuses de collecter de nouveaux carnets d'entraînement, de nouveaux books de sportives pour analyser à la fois l'évolution des performances, l'évolution des compétitions, la réception de ces championnes, par exemple, dans leur ville et dans leur région. Les historiens et les historiennes de la colonisation cherchent toujours aujourd'hui à affiner la puissance des moyens que la France, par exemple, mais d'autres pays aussi, a mis en œuvre pour créer des clubs et des fédérations au sein de l'Empire, pour recruter des sportifs et des sportives pour participer à ce qu'on appellerait aujourd'hui, ça n'existait pas à l'époque, le soft power sportif d'un pays, à faire évoluer les règles, à continuer ensuite, après la décolonisation, à entretenir des liens étroits avec les fédérations des pays nouvellement indépendants. Beaucoup de chercheuses et de chercheurs ont besoin d'archives régionales et d'archives nationales pour comprendre, et c'était dit par Françoise tout à l'heure, comment certains sports reflétant une identité régionale et à ce titre plutôt un patrimoine de jeu qui ne sont pas parfois devenus des sports, sont devenus des sports nationaux pour certains d'entre eux et pas pour d'autres. La pétanque, évidemment, est un exemple, mais d'autres jeux de ce type, jeux traditionnels, ne sont pas montés au niveau du sport. Pourquoi cela s'est passé? Qui ont été les porteurs de cette montée en gamme et en généralité pour certains sports et pas pour d'autres? Bien des historiennes et bien des historiens ont besoin d'archives pour mieux comprendre comment les sports ont traversé les guerres, que ce soit celle de 14-18 ou bien la Seconde Guerre mondiale, puis les guerres coloniales. Quels sports se sont momentanément arrêtés pendant ces guerres? On pourrait citer effectivement le rugby à 13 et les difficultés qu'il a eu à exister à la fois pendant la Seconde Guerre mondiale et après étant transformé en jeu à 13. Quels sports se sont momentanément arrêtés, mais aussi comment d'autres ont pu perdurer pendant les conflits? Comment s'est passée justement la transformation des règles pendant les conflits? Comment s'est passée aussi la façon dont ces conflits ont brassé les populations de telle manière que ces sports, par exemple pendant la Première Guerre mondiale, ont pu gagner d'autres territoires. Françoise parlait tout à l'heure de Pithiviers. Pourquoi crée-t-on un club de rugby à Pithiviers? Et on en a les archives maintenant, puisqu'ils sont entrés aux archives du Loiret. On a fait un débat à Blois sur ce sujet-là. Et pourquoi, d'une certaine manière, le sport rugbystique n'est pas cantonné dans le simple sud-ouest que nous connaissons ou que nous imaginons aujourd'hui, mais a été répandu sur l'ensemble du pays? Et pourquoi certains clubs ou certaines fédérations ont disparu dans ces régions pour qu'elles perdurent dans d'autres? Tout cela, ce sont des questions qui sont essentielles pour les historiennes et pour les historiens. On a cité aussi la question de l'histoire du corps en pleine expansion ces temps-ci, qui a besoin d'archives pour reconstituer quoi? Les postures, les gestes, les évolutions
chronologique de la façon dont on a fait ces sports, dont ils se sont transformés au fil du temps et dont les compétitions, les inventions des entraîneurs et des sportifs eux-mêmes ont pu transformer l'évolution des postures et des corps pendant ces périodes-là. Il y a tout un travail à faire et qui est déjà entamé par beaucoup d'historiennes et d'historiens, mais qui est entamé sur la question des équipements sportifs, équipements vestimentaires, comment évoluent les tenues de sport, mais aussi comment évoluent les équipements dans les villes et les équipements urbains. Et cela, c'est absolument passionnant puisque c'est la construction des villes du XXe et du XXIe siècle qui est liée à ces questions-là. Donc tout cela, ce sont des archives que nous pouvons collecter, qui sont déjà collectées pour certaines, mais que nous pouvons collecter et qui permettront de rénover profondément le travail historique autour du sport et du corps. C'est donc... je voulais juste terminer là-dessus. C'est donc un message d'espoir, un message d'espoir que je porte avec Marie-Françoise en tant qu'ambassadeur de cette grande collecte. Espoir dans le programme de cette grande collecte, mais espoir aussi dans les suites de cette grande collecte. Parce que, évidemment, on sait combien on se mobilise pour un moment particulier, le moment des JO 2024, qu'il y a une sorte de débauche d'énergie à cette occasion-là. Mais il faudra aussi qu'on soit très attentif à la suite de cette grande collecte, à la façon dont peut-être on aura déclenché, avec un effet cliquet, un mouvement qui ne devrait pas s'arrêter, c'est-à-dire qui devrait permettre à tous les responsables de clubs, les responsables de fédérations, mais aussi, surtout, et on a parlé de ça, parce que moi, c'était la grande ambition que j'avais pour cette grande collecte, je ne sais pas si elle sera réussie, les privés, les gens qui, dans leur grenier, conservent des diplômes sportifs, conservent des carnets d'entraînement, je vous l'ai dit, conservent des coupures de presse, conservent tout ce qui permettrait justement de montrer combien il y avait des engagements particuliers, privés, de certains sportifs et sportives ou entraîneurs, dans la façon de conserver pour eux leurs archives, mais que ces archives ne devraient pas disparaître une fois qu'ils ont eux-mêmes ou elles-mêmes disparu. Donc c'est vraiment cette question-là qu'il est nécessaire de mettre en avant. Il n'y a pas simplement les archives des clubs, les archives des fédérations, les archives des villes, il y a les archives des privés. C'est peut-être ce qui serait le plus riche et le plus intéressant avec la subjectivité des acteurs qui font du sport de mettre en œuvre. Et ce dont nous avons donc rêvé depuis 2 ans, entre historiennes et historiens et archivistes, c'est en train d'aboutir, on peut le dire. Et Françoise nous a bien montré qu'il y avait énormément de volonté autour de cela. Mais il faut se dire donc que ce n'est qu'un début et qu'il faut considérer ce moment comme le moment inaugural d'un mouvement qui, pour collecter, pour archiver, pour exploiter une histoire du sport enrichie par les kilomètres d'archives, qui vont rentrer dans les archives départementales, municipales, nationales. En tout cas, on l'espère. Merci à toutes et merci à tous. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Donc nous avons une belle introduction, bien charpentée, bien riche déjà. L'idée de cette première table ronde est de présenter un panorama un peu général des services d'archives, du cadre légal pour la collecte, et puis des exemples de fonds de fédérations sportives déjà conservés dans les services nationaux. Donc, il m'a semblé utile au début de ces 2 jours de colloque, puisqu'il va être amplement question d'archives, de dresser un panorama du réseau des services publics d'archives. Et puis, je compléterai quelques aspects sur la grande collecte.
Donc, rapidement, vous le voyez sur ce schéma, les services publics d'archives relèvent du ministère de la Culture et plus précisément donc du service interministériel des Archives de France. Et ces services constituent un réseau qui épouse en quelque sorte la hiérarchie administrative. Alors, vous avez d'abord les services à compétence nationale avec les archives nationales d'outre-mer, les archives nationales du monde du travail, qui collectent et conservent des fonds de niveau national. Aux archives nationales, bien évidemment, les fonds des ministères, les fonds d'organismes de compétences nationales, dont font partie les fédérations délégataires. On en aura des exemples. Mais il existe aussi des exceptions pour ces fonds de fédération délégataires qui peuvent aussi se trouver en archives départementales en raison de l'implantation géographique ou d'une logique de pratique sportive. C'est ainsi que le fonds de la fédération de pelote basque se trouve aux archives des Pyrénées-Atlantiques. Le réseau ensuite territorial est composé par les archives régionales, départementales, municipales et intercommunales. Et ce sont des organismes, des services de collectivité qui collectent dans le cadre de leurs compétences. Les archives départementales étant cependant sorte de pilier de cette organisation territoriale avec une position un petit peu particulière puisque le directeur est un agent de l'État qui, à ce titre, assure des fonctions de contrôle sur la production des archives publiques dans le ressort départemental. Alors, deux exceptions existent à ce rattachement au ministère de la Culture. Vous le voyez sur la gauche de ce schéma. Ce sont les affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère des Armées qui donc conservent, en fait c'est historique, leurs archives depuis le XVIIe siècle et ont actuellement quelques implantations en France, enfin quelques implantations territoriales et notamment le ministère des Armées. Nous aurons une intervention demain par un collègue, conserve évidemment beaucoup de choses sur le sport, puisque une des origines du sport, c'est évidemment le sport pratiqué dans le cadre militaire. Alors, il existe aussi, bien sûr, à côté de ces archives publiques, des archives privées. Vous le voyez sur la droite du schéma, donc des structures d'archives privées qui collectent donc des archives relevant de la sphère privée. Alors, concernant la grande collecte, donc Françoise Banat vous a donc indiqué qu'effectivement l'origine, c'était la première grande collecte, c'était celle de 14-18, mais je voulais signaler aussi l'existence du programme MEMOS dans les années 2006-2009 qui avaient souhaité, via donc la NOF, ça avait été diffusé par la NOF et puis soutenu par le CNOSF et les Archives nationales du monde du travail, qui avaient voulu lancer donc un grand programme déjà de collecte et de sauvegarde de cette mémoire du sport. Donc on aura quelques exemples de fonds, donc tout à l'heure, de fonds qui ont été collectés. Mais il faut dire que ce programme a eu un impact limité, peut-être parce qu'il n'était justement pas appuyé sur un événement fort et bien identifié. Et donc cette grande collecte actuelle peut bénéficier justement de cet appui sur un événement fort et évidemment un environnement communicationnel favorable. Alors, les caractéristiques de cette grande collecte, donc elle a été commencée en 2022. On souhaite la poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2024 pour pouvoir aussi collecter les archives qui auront été produites durant les Jeux. Et ça, c'est évidemment important. Quels sont les services d'archives qui participent ? Eh bien, en fait, c'est sur une base de volontariat, puisqu'il s'agit d'archives privées. La liberté est totale, lissée dans le choix des thèmes. Tous les services ne collectent pas tous les
tous les types de documents, et certains ont fait des choix pour des raisons qui leur appartiennent ou qui appartiennent au type de club peut-être qui sont implantés. Par exemple, les archives du Val-de-Marne viennent de lancer une collecte sur des fonds audiovisuels, et les archives de la Manche vont spécialement aller vers les clubs les plus anciens. On l'a dit, par exemple, dans le Gers ou les archives de Bordeaux, c'est le rugby qui a été favorisé à l'occasion de la Coupe du monde de rugby. Donc, il s'agit d'archives privées, puisque les archives publiques font l'objet d'une collecte réglementaire. Mais on se rend compte que cette grande collecte est aussi l'occasion de sensibiliser les producteurs d'archives publiques qui sont dans le domaine du sport, qui peuvent être moins familiers des versements. Alors, cette collecte a été labellisée Olympiade culturelle par Paris 2024. Donc, elle l'est au niveau national, mais cela ne dispense pas les services qui font des opérations locales liées à la grande collecte de demander le label. On a donc un comité de pilotage qui a été mis en place, qui a été pensé sur un mode pluridisciplinaire et interinstitutionnel, notamment le Musée national du sport qui en fait partie, ou la BNF. Et puis, je voudrais remercier à nouveau la NOF qui soutient notre action de grande collecte, puisque c'est par intermédiaire de la NOF que nous avons pu recruter donc notre chargée de la grande collecte, chargée de mission de la grande collecte, Juliette Ayette. Donc, quel est l'engagement des services aujourd'hui ? Donc, Françoise Banat l'a dit, c'est donc plus de 150 services, plus de 400 actions sur tout le territoire. Et alors voilà la répartition un petit peu de ces actions qui sont menées. Donc la grande collecte, c'est évidemment de la collecte à proprement parler, mais sous ce terme se cachent des actions très variées, puisque quand on collecte, après il faut traiter, classer, rédiger des instruments de recherche. Et puis, ensuite, évidemment, valoriser. Donc, il y a beaucoup d'expositions qui sont en cours ou qui sont prévues, que ce soit in situ dans les services, des expositions aussi itinérantes, comme celle prévue par les archives des Hauts-de-Seine, par exemple, ou dans le Calvados, leur exposition qui a eu lieu l'année dernière aux archives citoyens circule actuellement sur le territoire. Des conférences, des publications, etc. Voilà, un certain nombre d'actions aussi. Par exemple, pour les Journées européennes du patrimoine, les Archives du Nord avaient proposé des initiations à l'escrime historique. Donc, ça peut ouvrir sur des partenariats plus larges. Alors, quelques mots sur les enjeux de la grande collecte. Alors, on l'a un petit peu dit déjà, en fait, c'est d'abord identifier et sensibiliser les acteurs du monde du sport. Parce que c'est vrai que, je dirais, archives et sport, ce n'est pas forcément deux mondes qui ont l'habitude de se côtoyer. Et donc, il y a une espèce d'apprivoisement à faire. Alors, les services d'archives sont aussi un peu démunis pour identifier ces partenaires. Et donc, ils utilisent le réseau territorial du CNOSF ou les services des sports de leur collectivité qui connaissent les clubs. C'est ainsi que les Bouches-du-Rhône, par exemple, ont pu envoyer à tous les clubs du département un courrier sur la collecte. La sensibilisation, je dirais, est le sujet le plus délicat parce que, en fait, on est confronté à deux types de réactions quand on parle de mémoire aux fédérations ou aux clubs, soit une méconnaissance du sujet ou un manque de temps et de compétences parce qu'on a souvent en face des bénévoles avec aussi un aspect de saisonnalité, ou bien c'est un patrimoine qu'ils souhaitent garder mais qu'ils ne conservent pas forcément dans les meilleures conditions. Donc là, le rôle des services d'archives, il peut être un rôle de conseil d'abord. Donc, il ne faut pas hésiter à saisir les services d'archives pour les solliciter pour des conseils de conservation, de tri et de classement. Et puis également un rôle de pédagogie pour montrer et faire comprendre quelles sont les archives. Parce qu'il n'est pas rare que la première chose qu'on nous montre quand on arrive dans un lieu, alors le sport n'est pas du tout un cas à part, mais souvent on nous montre les publications.
voilà, comme étant le trésor de du lieu. Et en fait, les archives, c'est ce qui est unique. Hein, donc, ça va être les PV des AG, ça peut être l'organisation des manifestations, ça va être, on l'a dit, les performances des sportifs. Et c'est ça qui va faire l'histoire de la structure. Alors, bien faire comprendre ce que sont les archives et de fait ce qu'elles ne sont pas. Par exemple, les objets, on peut avoir tendance aussi, ça fait partie du trésor de ces clubs et fédérations, mais ça ne fait pas à proprement parler partie du périmètre des archives, c'est le périmètre des musées. Et puis, l'objectif de la grande collecte, c'est aussi, Emmanuel Laurentin l'a très bien dit, de toucher les particuliers, hein, de faire sortir des tiroirs et des greniers tout ce qui peut être, précieux et utile. Et là, il y a un relais de communication qui est absolument nécessaire pour toucher vraiment ce grand public. Et les relais de la collectivité sont très précieux, mais aussi les relais qui peuvent se faire au niveau national. Et puis, entre la théorie, il y a la théorie et la pratique. Et finalement, on se rend compte que sur le terrain, c'est beaucoup les rencontres directes, les contacts personnels qui fonctionnent. Et les archives d'Indre-et-Loire en ont fait vraiment l'expérience avec des agents qui sont très motivés sur le sujet et qui vont persuader des clubs qui vont à la rencontre de structures sportives. Alors, autre enjeu, ce sont les questions juridiques. Donc, on parlera tout à l'heure des enjeux et de la différence archives publiques, archives privées. C'est Cyprien qui parlera de cette question, mais aussi d'autres aspects juridiques, de droit à l'image, de droit d'auteur. Marie-Françoise Potreau a parlé du RGPD. Une fiche sur la CNIL va bientôt être mise en ligne sur le sujet pour bien border les choses. Et c'est vrai que tous ces aspects-là, surtout quand on commence une collecte et qu'on peut être confronté à la collecte d'images ou de films, où on collecte des témoignages, eh bien, il faut bien aborder ces questions juridiques pour qu'ensuite on sache ce qui peut être exploité, ce qui peut être mis en ligne, et donc penser à faire des conventions. La grande collecte, donc, c'est aussi de la valorisation. Alors, il y a deux temporalités pour cette valorisation. Une valorisation immédiate qui est en cours déjà et qui va s'accentuer l'année prochaine. Et puis, une valorisation à long terme parce qu'on sait que collecter, c'est ensuite classer et le classement ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il y aura bien après 2024, évidemment, une suite à cette grande collecte, et notamment donc une suite qui permettra de susciter d'autres recherches. Donc, cette grande collecte, c'est aussi des programmes de recherche. Françoise Bennett l'a indiqué. Il nous semblait en fait indispensable de lier la recherche à la grande collecte, ce qui n'avait pas pu se faire pour la collecte 14-18. Et pour ça que nous avons monté deux projets avec l'ISP. Je remercie Olivier Lenoé, son directeur, qui est ici présent, pour toute l'écoute et puis l'enthousiasme qu'ils ont montré à nouer ces partenariats. Donc le premier, c'est un partenariat, c'est un programme qui s'appelle Archisport en sociologie de la grande collecte. L'idée, c'est d'aller voir qui donne, quelles sont les structures, quels sont les particuliers et quel est ce rapport du public au sport et à ses traces. Donc grâce à des observations de terrain et des entretiens. Et puis le deuxième, c'est donc qui s'appelle Diri Biosport. Ce sont des entretiens avec des personnalités, et notamment des présidents et anciens présidents et présidentes de fédérations. L'idée, c'est d'aller regarder un petit peu quelle est leur carrière, ensuite quelles sont les problématiques actuelles, les enjeux sociaux, le rapport avec les pouvoirs publics, mais aussi leur rapport à la mémoire. Et ces éléments viendront nourrir le dictionnaire des sports qui est en cours. Et puis, la grande collecte, c'est aussi de nombreux partenariats. On a cité le partenariat avec l'Éducation nationale et cet appel à projet qui va permettre aux élèves
eux aussi d'être acteurs, et ça nous semblait vraiment important de faire participer la jeune génération à cette opération, et de leur montrer aussi, à travers le sport, l'importance de la mémoire, qui ne se fait pas comme ça, mais parce qu'on est acteur de la mémoire, et pour la conserver et d'abord la constituer. Et puis, donc, voilà, de nombreux partenariats, on en a cité déjà. Je citerai en plus l'espace Spot 24 à Paris, qui va travailler qui va présenter les nouveaux sports olympiques, et nous allons participer à sa bibliothèque numérique. Je conclus avec quelques perspectives. D'abord pour dire qu'il va y avoir évidemment une montée en puissance des événements dans les mois à venir, avec d'autres services qui s'engageront. Il est évident que les services au-delà de 2024 vont être disponibles, les services archives vont être disponibles pour le recueil de fonds, puisque il y aura sûrement des personnes qui se réveilleront, je dirais, ou qui auront envie ou besoin de confier des fonds ensuite. Donc les services d'archives seront toujours là pour les accueillir. Et puis surtout, nous espérons que ces fonds collectés seront suffisamment riches et variés pour ouvrir de nouveaux horizons de recherche pour les historiens et les historiennes, puisque c'est bien là, in fine, l'objectif de cette grande collecte. Voilà, donc merci. Et puis, juste une petite indication sur le portail interministériel France Archives. Vous avez une rubrique Archives et Sport qui a été créée, et où vous trouverez un certain nombre de ressources, et notamment un guide des sources sur le sport. Merci à vous. Alors bonjour à toutes et à tous, donc Cyprien Henry, donc je suis le chef de la mission des archives et du patrimoine culturel, alors du ministère des Sports entre autres, mais pour aujourd'hui on ne parlera que du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, et donc j'ai le grand plaisir de parler aujourd'hui devant cette assemblée très nombreuse pour revenir un petit peu sur le cadre réglementaire de la collecte des archives de fédération. Présentation qui m'a semblé intéressante de mener de façon un peu historique, parce que c'est un cadre qui s'est construit dans le temps. Super, merci. Et qui n'a pas existé, je dirais, de toute éternité. Alors, longtemps, en effet, le sport en général a été un parent pauvre des collectes du réseau des services publics d'archives, en raison même, sans doute, d'une historiographie qui a tardé elle-même à se structurer. Et Emmanuel Laurentin le disait tout à l'heure, il y a des besoins en archives pour les historiens, mais s'il y a moins d'historiens, le service d'archives priorise moins ces collectes-là. L'objet même archive du sport est un objet qui est lui-même pas très facile à définir. Les archives des fédérations elles-mêmes n'ont pas échappé à ce relatif désintérêt, qui était longtemps favorisé par le flou même du cadre juridique dans lequel leur collecte devait s'inscrire. Et aussi, on le voit très souvent, pas seulement sur les archives du sport, mais la construction d'un nouvel objet patrimonial et sa définition juridique vont souvent de pair, et c'est exactement ce qui s'est passé ici, dans une évolution qui a été scandée en 3 temps. Alors, premier temps, je dirais le temps de l'intérêt local, qui nous tient des origines au début des années 2000. Alors, le début de la patrimonialisation du sport en général peut être placé, grosso modo, dans les années 60, avec la création du Musée national du sport, qui avait été voulu par Maurice Herzog, et qui avait dans ses missions de rassembler une documentation au sens large, objets, œuvres d'art, ouvrages, mais aussi archives, qui retraçaient l'histoire du sport et de ses différents acteurs, personnes physiques et institutions.
Et donc, ces différentes missions amènent le musée du sport, surtout dans une période pré-1979, 1979 étant la première grande loi sur les archives, à collecter un petit peu tout azimut des documents, y compris des archives publiques. Dans une logique de fond, c'est-à-dire de collecte d'ensemble de ces documents, encore une fois, dans toutes leurs dimensions, liés souvent plus à une personne d'ailleurs qu'à une institution. L'intérêt des services d'archives pour les archives du monde sportif reste par ailleurs très variable à cette période-là, et il est soumis aux politiques locales de collecte, s'agissant d'un patrimoine qui apparaît essentiellement comme émanant des clubs ou de personnes physiques, et donc un patrimoine essentiellement privé. Certains services d'archives se montrent toutefois pionniers en la matière, comme en particulier les archives départementales du Val-de-Marne, qui cherchaient à créer une identité du département, dans un département qui était de création récente, et qui prennent appui sur le fait qu'elles accueillent sur leur territoire l'école de Joinville-le-Pont et un certain nombre de bases nautiques. Le premier club de canoë-kayak a été créé en 1904 à Brie-sur-Marne, par exemple. Donc elles appuient sur ces différents éléments pour entamer une spécialisation dans la collecte des archives sportives. Et c'est assez naturellement en fait qu'elles se tournent vers les clubs locaux pour leur collecte, timidement d'abord dans les années 80 et plus sûrement de façon plus dynamique à partir des années 90. Mais c'est toutefois par le biais de cette politique volontariste menée par les archives départementales qu'entre pour la première fois dans un dépôt public d'archives le fonds d'une fédération nationale unisport, puisqu'en 1986 entre 2 cartons de la Fédération française de canoë-kayak, sous statut privé, qui sont donnés par, on ne sait pas exactement qui. Les circonstances sont pas j'ai interrogé les archives départementales qui ne savaient pas me dire exactement dans quelles circonstances ces archives sont rentrées. Mais le contenu, déjà ces 2 cartons, c'est limité, et le contenu laisse entendre que ces archives pourraient plutôt avoir été données par un dirigeant ou par un membre de la fédération, plutôt qu'une démarche de la fédération, résultant d'une démarche de la fédération elle-même. Alors, ce lien avec le territoire et une sorte de personnalisation des archives, on va retrouver exactement ces mêmes caractéristiques dans l'autre exemple qui a été cité par Brigitte, l'entrée des archives de la Fédération française de pelote basque en 1995 aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques. Là encore, il s'agit d'un don, donc d'entrée sous statut privé des archives, mais qui, cette fois, a été bien acté par la Fédération à l'initiative de son président. Alors, en centrale, du côté des archives nationales, quelques entrées ont aussi été faites pendant cette période. En 1978, par exemple, suite à la scission de l'Association du sport scolaire et universitaire, les archives de l'Office du sport scolaire et universitaire sont collectées sous statut public. Mais l'OSSU, qui avait statut associatif, était donc de droit privé, était bien considéré comme un opérateur du ministère de l'Éducation nationale. Je ne sais pas si la mission des archives auprès du ministère de l'Éducation nationale a bien piloté cette affaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des traces de correspondance dans les années 90 où c'est bien la mission Éducation nationale et pas Jeunesse et Sport qui fait le lien sur les archives de l'ASSU. En 89, on a aussi la Fédération française du sport universitaire qui sont collectées en tant qu'archives privées qui entrent aux archives nationales, mais via la mission Jeunesse et Sport cette fois. Enfin, en 1987, il y a entrée des archives de la Fédération française de voile, dont les circonstances et surtout les motivations ne sont pas exactement connues, mais je note qu'en 1984, un grand congrès fédéral se tient au sein de la Fédération française de voile, qui avait pour but de repenser l'organisation de la fédération, et ce n'est peut-être pas sans lien avec une volonté affichée de valoriser les archives de la fédération. Donc, si je résume, pendant cette période-là, on ne relève jusqu'aux années 90, comprises donc que des opérations relativement isolées, sans vraiment de système, sans vraiment de cohérence, et qui reposent essentiellement sur l'opportunisme des contacts qui peuvent être noués à droite ou à gauche, et qui ne disposent pas d'un cadre clair, puisque certains fonds rentrent sous statut public, mais d'autres, la plupart, rentrent sous statut privé. Ce qui nous amène à notre deuxième temps, la décennie décisive, celle des années 2000 à 2011. Cette décennie, effectivement, la décennie faste pour la considération portée aux archives du sport en général et des fédérations en particulier, même si c'est une période qui a été préparée par un temps de mutation sur la décennie qui a précédé. Côté institution des archives, les années 80 et 90 sont une période de réflexion sur l'élargissement du périmètre de la collecte, de ce qui doit constituer le patrimoine national archivistique. Réflexion qui s'accompagne de politiques publiques volontaristes vers d'autres typologies d'archives que celles qui étaient traditionnellement collectées. En particulier, un élargissement vers les archives privées et notamment associatives.
Et donc à cet endroit, il faut citer la création en 1993 du Centre des archives du monde du travail, devenu Archives nationales du monde du travail en 2007, dont l'ambition initiale était de collecter et conserver les archives du monde économique industriel et qui a vu son champ progressivement s'élargir le long des années 90. Je voudrais aussi citer la création du pôle de conservation des archives des associations de jeunesse et d'éducation populaire, le PAGEP, en 1999, qui est issu d'un partenariat entre le ministère en charge de la jeunesse, le FONGEP, les archives nationales et les archives départementales du Val-de-Marne, encore elles. Le PAGEP est une structure originale dont les missions sont de collecter, classer et valoriser les archives privées du secteur jeunesse et éducation populaire. Les années 90 sont aussi celles d'un grand renouvellement dans l'historiographie du sport. Elle voit en particulier une extension très importante des questionnements relatifs à l'histoire du sport, extension qui demande la mobilisation de corpus documentaires de plus en plus nombreux, de plus en plus variés, on en a déjà parlé. Et enfin, du côté du mouvement sportif, notons en 1994 la création de l'Académie nationale olympique française, dont on a déjà souligné plusieurs fois le rôle depuis ce matin. Tout est donc en place au début des années 2000 pour favoriser une prise en charge massive des archives des fédérations. Alors en 2000, première étape, une convention est signée entre le comité régional olympique sportif du Nord-Pas-de-Calais, le Centre lillois de recherche en analyse du sport de l'Université Lille 3 et le Centre des archives du monde du travail pour la création d'un pôle régional des archives du monde sportif, qui fonde le programme dénommé MEMOS et dont Brigitte vous a déjà parlé. Dès 2002, l'ANOF entame des discussions avec la direction des archives de France pour la création d'un pôle national, c'est-à-dire de passer d'un pôle régional implanté à Roubaix à un pôle national. Réflexion qui amène donc à définir l'objet dont on parle et le cadre juridique dans lequel une collecte massive de ces archives pourrait être engagée. Et c'est alors qu'on pose la question du statut des archives des fédérations. Question qui fait donc l'objet d'une note du département de la politique archivistique et de la coordination ministérielle adressée à la directrice des Archives de France, Martine de Boisdeffre, donc en date du 15 septembre 2003. Cette note, donc c'est ici la première et la dernière page, prend appui sur le fait que la loi du 16 juillet 1984, dite loi Avis, définit précisément le service public du sport et introduit une distinction entre fédérations agréées qui participent à l'exécution d'une mission de ce service public et les fédérations délégataires directement chargé de l'exécution d'une mission de ce service public du sport. Et en application de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives qui dispose que les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit privé chargés de la gestion de services publics ou d'une mission de service public sont des archives publiques. Conclusion, les archives des fédérations agréées doivent être considérées comme des archives privées, alors que les archives des fédérations délégataires doivent être considérées comme des archives publiques. Cette analyse ne sera jamais remise en cause par la suite. La législation sur les archives a évolué en 2008, mais en 2011, ça a été réinterrogé par la mission en charge du secteur jeunesse et sport qui a abouti aux mêmes conclusions. Je dirais même qu'elle a été informellement validée par la direction des sports en 2011 lorsque les réflexions ont un petit peu repris. Et c'est cette distinction qui fonde la politique de collecte des archives de fédération depuis. Alors, qu'entraîne le statut public pour les archives des fédérations délégataires, du coup ? En premier lieu, c'est que leur versement doit obligatoirement être fait dans un service public d'archives, en l'espèce les archives nationales, puisqu'on les considère comme des organismes nationaux. Même si, Brigitte l'a évoqué, des conventions sont possibles pour permettre le dépôt en service départemental, d'archives départementales d'un certain nombre de fédérations, dont effectivement le lien avec le territoire est particulièrement important. La gestion et les éliminations des archives, et partant la sélection de ce qui doit être conservé et ce qui peut être éliminé, doit faire l'objet d'un contrôle par l'État, donc par ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique de l'État, qui est exercé par le service interministériel des Archives de France, et donc que j'exerce par délégation pour le domaine jeunesse et sport. Enfin, la communicabilité des archives est aussi régie par la loi sur les archives. Donc, ça implique que ces archives-là sont librement communicables, sauf si elles contiennent un certain nombre de secrets qui sont listés dans le Code du patrimoine. Alors, partant de la définition de ce cadre juridique, le périmètre du projet de convention qui commençait donc en 2002 entre le ministère de la Culture, l'ANOF, le CNOSF et le ministère des Sports fait l'objet de discussions animées. En particulier, du coup, puisqu'on reconnaît qu'il y a deux statuts différents, que faut-il faire ? Créer un centre unique pour mettre toutes les archives du monde sportif,
quel que soit le statut, ou ce qui est plutôt l'option de l'ANOF, ou faut-il bien séparer ce qui relève des archives publiques des archives privées, ce qui est plutôt la position du ministère des Sports. Les discussions n'aboutissent qu'en 2006, donc avec la création du pôle national des archives du monde sportif, donc implanté à Roubaix, aux archives nationales du monde du travail. Et la Convention exclut explicitement dans son article 4 les archives publiques, c'est-à-dire, même si ce n'est pas dit comme ça dans la Convention, mais c'est ce que ça veut dire, les archives des fédérations délégataires qui, elles, doivent relever d'un autre processus. Le Centre des archives du monde du travail met à disposition ces espaces de conservation, sa technicité, et le centre est surtout chargé du classement et de la description des archives, parce qu'effectivement, les collecter, c'est bien, les décrire, c'est mieux. C'est indispensable pour pouvoir avoir accès à ces documents. Je parlais du PAGEP tout à l'heure. Je trouve qu'il y a quand même une parenté assez évidente entre ce pôle national des archives du monde sportif et le PAGEP, qui fonctionnait de la même façon, qui était régi par un comité scientifique et un comité d'entrée des fonds. Donc, en gros, pour résumer, le programme MEMOS dans son ensemble est articulé sur deux procédures différentes. Les archives des fédérations délégataires, reconnues comme publiques, doivent suivre le chemin habituel des archives d'opérateurs nationaux, sous tutelle du ministère des Sports. C'est donc la mission en charge du secteur jeunesse et sport qui doit s'en occuper, c'est-à-dire prospecter, encadrer le classement. Et donc à cette époque-là, la mission jeunesse et sport qui était dirigée par Émile Pic, que certains d'entre vous ont bien connu, et qui a été quand même tout à fait déterminant en fait dans le rôle, dans la collecte des archives des fédérations à cette époque-là. La mission était en charge de la collecte et du classement avant versement aux archives nationales des archives de fédération. Et donc tous les autres documents, je ne vais pas détailler toute la procédure, mais vous voyez, tous les autres documents hors fédération délégataire relèvent du pôle national des archives du monde sportif et donc doivent passer par un comité des entrées et entrer, si validation, aux archives du monde du travail. Dans la dynamique de la signature de la Convention de 2006, plusieurs opérations de valorisation sont menées. En 2005, un premier colloque a lieu sur sport et archives, puis en 2008, un second sur images de sport, donc colloques qui sont issus d'un partenariat entre le Centre des archives du monde du travail de Roubaix et le Centre d'histoire de Sciences Po. En 2009 paraît un guide du programme MEMOS sur la sauvegarde de la mémoire du sport à destination du mouvement sportif. Et il y a même un travail mené sur la définition d'un guide des durées de conservation et d'un tableau de gestion des documents des archives de fédérations sportives délégataires et non délégataires, donc une sorte de cartographie des documents qui sont produits par les fédérations avec des durées de conservation associées, mais ce projet n'a visiblement jamais été achevé puisque je n'ai retrouvé moi que des versions non complètes. Alors, ces efforts de définition ont été suivis des faits, puisqu'à cette époque, plusieurs collectes ont effectivement été effectuées. La Fédération française de tennis de table en 2004-2005, qui a été traitée et versée par la mission Jeunesse et Sport. La Fédération française de karaté en 2008, de la même façon. En revanche, un certain nombre de fonds ont été collectés par la mission Jeunesse et Sport, mais n'ont pas encore été traités, donc sont toujours à la mission. Donc la Fédération française d'athlétisme, en 2008, vous voyez qu'en 2008, c'est la néfaste. La Fédération de boxe française, et puis la Fédération française de triathlon, pour laquelle je n'ai pas vraiment d'informations, qui sont passées par Roubaix, qui sont maintenant aux archives nationales, mais je ne sais pas, Guillaume peut-être dira... Ouais, en 2018, si j'ai retrouvé, mais je n'ai pas bien compris quel était le circuit. Mais vous aurez sans doute plus d'éléments. Alors, fin 2018, un bilan est fait. On fait état de versements en préparation, mais visiblement jamais réalisés, pour les fédérations françaises de handball, de parachutisme et de tir. Et par ailleurs, des contacts sont noués avec 6 autres fédérations, sans qu'un projet précis de versement soit évoqué. À partir de 2011, le mouvement semble se ralentir quelque peu. Alors, on peut noter le départ à la retraite d'Émile Pic, dont j'ai déjà parlé, et de Françoise Bosman, qui dirigeait les Archives nationales du monde du travail, qui a aussi beaucoup porté le projet. En 2016, un rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles demande aux Archives nationales du monde du travail de revoir un peu leur périmètre, et notamment de se désengager un peu du domaine sport. Et enfin, la mission Jeunesse et Sport elle-même a été fusionnée d'abord, dans un premier temps, avec la mission Affaires sociales, quand le domaine Jeunesse et Sport était raccroché au domaine santé, et depuis 2021 au domaine Éducation nationale, avec à chaque fois évidemment une perte de moyens.
Voilà. Et donc, le domaine jeunesse et sport, qui était indépendant, finit par être un ensemble dans un plus grand tout, je dirais. Et donc, pour conclure, le dernier temps, eh bien, c'est aujourd'hui. Les 3 conférences inaugurales nous en ont bien parlé. Hein. J'aime bien écouter ce que vous disiez, tout ce que fait le SIAF, tout ce que fait le CNOSF sur cette question-là. Évidemment, les JO de Paris 2024 donnent un nouveau souffle pour s'occuper des archives du sport. Et je dirais que de notre côté, moi, j'ai la joie de pouvoir vous annoncer que j'ai réussi à obtenir 2 postes, un pérenne et un temporaire, justement, spécifiquement pour s'occuper du domaine jeunesse et sport. Donc j'espère que les 2 personnes arriveront janvier 2024 pour commencer un travail opérationnel auprès des fédérations. Le paysage aujourd'hui est certes recomposé, certains acteurs sont toujours là, d'autres ont changé, mais on peut aujourd'hui profiter de toute la réflexion conceptuelle et juridique qui a été menée dans cette décennie 2000, toujours dans le même but de sauvegarder et de valoriser le patrimoine archivistique sportif, pour aujourd'hui essayer de l'incarner et de passer à une phase vraiment beaucoup plus, encore une fois, beaucoup plus opérationnelle. C'est toujours ça qui va faire défaut, je dirais. Nous avons aujourd'hui les outils conceptuels. Je dirais, il n'y a plus qu'à. Voilà. Oui, ça fait un bruit. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça fonctionne. On a décidé aujourd'hui de vous faire une présentation à 3 voix pour représenter finalement 3 services distincts répartis sur 2 sites, les Archives nationales et les Archives nationales du monde du travail, pour vous parler un petit peu plus précisément, du coup on va dire à une échelle inférieure, en se concentrant plus sur les documents et sur les fonds, pour vous présenter d'un point de vue un peu général les sources des archives des fédérations sportives dans nos services respectifs. Donc moi je suis Quentin Schumacher, je suis chargé de la collecte et du traitement des archives aux Archives nationales du monde du travail. Et je vais laisser mes collègues se présenter. Bonjour, Anne Rofritsch, je suis responsable du pôle éducation, recherche, jeunesse et sport aux Archives nationales, du coup dans le département de l'éducation, de la culture et des affaires sociales. Bonjour, Guillaume Chauvet, moi je travaille au département des archives privées aux Archives nationales et je suis en charge des fonds d'associations, dont les fédérations. Alors nous allons commencer par présenter très rapidement nos institutions respectives parce qu'il en a déjà été beaucoup question jusqu'à présent. Donc les Archives nationales créées en 1790 sont un service à compétence nationale du ministère de la Culture. Elles ont pour mission de collecter, conserver, communiquer, faire comprendre et mettre en valeur les fonds qui représentent en 2022 383 km linéaires. Leur périmètre de collecte porte sur les archives des ministères, des opérateurs nationaux, ainsi que sur des fonds d'archives privés d'intérêt national. Sur la question sport, plus spécifiquement, pour ce qui est des archives publiques, la collecte est effectuée par la mission des archives auprès des ministères sociaux et depuis 2021 par la mission des archives que représente Cyprien. Ces archives-là sont destinées à rejoindre le département éducation, culture et affaires sociales que je représente aujourd'hui. Oui, et du coup, on a un petit complément archives privées où on fait rentrer des archives de plusieurs façons, donc par don ou par dépôt, la distinction étant la conservation de la propriété matérielle des documents par le dépositaire dans le cadre du dépôt.
pour parler un petit peu des archives nationales du monde du travail, en complément de ce qu'a pu dire Cyprien Henry. Donc, on a également un service à compétences nationales, toujours basé à Roubaix. Et dans le cadre du projet MEMOS, on a effectivement collecté une quarantaine d'entrées différentes d'archives pour environ 500 mètres linéaires, de toutes formes juridiques confondues. Donc, on a pu collecter des clubs comme des fédérations non délégataires de services publics. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est depuis notre projet scientifique, culturel et éducatif 2020-2025, les archives du sport ne font plus partie de notre périmètre de collecte. Et finalement, ce périmètre se restreint désormais aux archives du sport en lien avec le monde du travail. J'ai l'impression qu'il... Voilà. Je crois qu'il y a une slide qui a sauté. Bon, tant pis. On a que quelques fonds associés aux archives du sport et du monde du travail. Donc, on en a environ 8. Et en fait, c'est des archives qui, d'un point de vue de l'historique de la conservation, sont des archives des fonds qui peuvent être parfois très petits en termes de quantité. On a souvent des épaves. La moyenne la moyenne de mètres linéaires des fonds d'archives qu'on conserve chez nous, pour les fonds sportifs, ça va être 5,50 m, donc c'est vraiment assez peu. Et les plus gros fonds ne sont constitués que d'une 50aine de mètres linéaires. Donc voilà, c'est des fonds qui sont généralement pas si bien conservés que ça. Et si on passe à la seconde slide, je vais prendre l'exemple un peu en fil rouge de la Fédération sportive et gymnique du travail, dont les archives ont subi un incendie en 1949. On n'a quasiment rien sur la période qui précède cette date-là. Et pour la Fédération sportive des associations sportives des postes, donc télégraphe et téléphone, la SPTT, en 2007, il y a eu une élimination de plus de 100 mètres linéaires d'archives historiques qui remontaient jusqu'au 19e siècle. Donc on voit ici que parfois le statut privé qui protège moins ces archives-là peut avoir des conséquences sur la conservation et l'intégrité des fonds. Donc je vous ai mis un petit exemple où on retrouve dans les documents de la Fédération sportive et gymnique du travail la mention d'un incendie qui a détruit une grosse partie des documents. Donc, étant donné que ça va être mon fil rouge et qui va servir de complément pour le propos de mes collègues, rapidement, la Fédération sportive et gymnique du travail est fondée en 1934. Elle est issue de la notion de sport ouvrier, de sport prolétaire, qui apparaît au début du XXe siècle et qui est portée par deux tendances, une tendance plus proche de la SFIO et une tendance plus proche du Parti communiste, qui vont fusionner en 1934 pour défendre un sport qui se veut être un sport populaire, un sport ouvert à tous. Alors, comme Cyprien Henry l'a déjà évoqué, donc les archives nationales conservent dans leur collection les fonds de 5 fédérations. Vous comprendrez que si c'est moi qui en parle, c'est que malgré tout ce que Cyprien a dit sur le statut public des archives des fédérations délégataires, elles sont rentrées aux archives nationales sous statut privé. Pour 4 d'entre elles. L'exception étant le karaté sur lequel le statut n'est pas tout à fait clair, mais on essaie de l'établir en ce moment. Donc la plupart de ces fonds sont entrés sous statut privé, c'est-à-dire qu'ils y sont déposés et la propriété matérielle en reste aux fédérations. C'est le cas de la Fédération française de voile, de tennis de table, de triathlon et de la Fédération française de sport universitaire. Donc, rapidement, je rappelle que ces entrées sont jouées en 3 temps, pour reprendre ceux de Cyprien. Une première vague à la fin des années 80 avec la voile et la Fédération française de sport universitaire. Une seconde plus marquée dans les années 2000, où on a à nouveau une entrée concernant la voile, à nouveau une entrée concernant la Fédération française de sport universitaire, le tennis de table et le karaté. Et la Fédération française de triathlon, son fonds est arrivé aux archives nationales de manière plus tardive, par une voie détournée, c'est-à-dire par un transfert des archives nationales du monde du travail. On ne parvient pas entièrement à expliquer, mais c'est arrivé en 2018. A priori, c'est qu'on avait de la place à ce moment-là. Donc ces fonds, ils ont été collectés par l'intermédiaire des missions. Et ce que je voulais souligner aussi ici, c'est qu'une fois arrivés aux archives nationales, ils n'ont jamais fait l'objet d'un traitement vraiment spécifique ni spécialisé. Ça s'explique parce que leur statut privé les place sous la responsabilité du département des archives privées et pas
sous la responsabilité du département éducation, culture, affaires sociales. Et le département des archives privées n'a pas, contrairement aux autres départements de la direction des fonds, de spécialisation thématique. Donc ils ont été traités un peu au tout venant, et ça se ressent notamment dans la constitution des instruments de recherche, des inventaires. Donc, simplement pour rappeler l'état de classement, il y a une chose... Voilà, la seule réserve, c'est que le fonds de la Fédération française de triathlon, qui est arrivé dans des circonstances particulières, qui est quand même assez volumineux, n'a pas encore fait l'objet d'un classement. Donc, il est difficilement consultable sur la base d'un récollement qui n'est pas tout à fait précis. Pour le reste, le travail est fait. Vous avez vu que les archives de la Fédération française des inondables sont rentrées au début des années 2000. Je ne m'explique pas pourquoi l'instrument de recherche n'est pas encore publié en ligne sur le site des archives nationales, mais ça devrait intervenir prochainement, parce qu'on en dispose de manière tout à fait complète. Voilà. Donc, comme Quentin le fait avec la FSGT, moi j'ai choisi de m'appuyer en particulier sur l'exemple de la Fédération française du sport universitaire. D'abord parce qu'il s'agit d'une fédération multisport, d'une fédération simplement agréée et non délégataire, dont les archives sont, dont le statut privé est établi de manière un peu plus claire. Et donc ça me permet de rencontrer aussi les considérations de Quentin sur les fédérations affinitaires. Je note aussi que le fonctionnement des fédérations multisports est peut-être moins connu et moins bien documenté. Et ça se voit simplement en regardant le programme de ce colloque. La place des fédérations multisports est quand même réduite par rapport aux fédérations unisports délégataires. Ça me permet aussi de faire des points et des ponts avec les fonds conservés par le département éducation, culture, affaires sociales, en particulier en ce qui concerne la continuité entre l'OSU et la FFSU, et la SSU également. Donc, quelle spécificité historique et archivistique du fonds de la FFSU ? La FFSU est née en 1975. Alors, la date officielle peut varier, mais on a vraiment la création par un texte de loi en 1975. La création effective date plutôt de 1977-1978, selon les versions propose la FFSU de sa propre histoire. C'est une fédération qui résulte donc de la scission de la SSU entre l'UNSS et la FNSU à l'époque. Et elle était historiquement liée à deux portefeuilles ministériels, du coup l'enseignement supérieur et la recherche d'une part, et la jeunesse et les sports de l'autre. Elle intervient sur une tranche de population spécifique, caractérisée le plus souvent par la tranche d'âge en fait, et elle organise des compétitions centrées sur une catégorie unique et ne développe pas une filière jeune, donc ce qui se ressent dans la production documentaire telle qu'on le verra. De la même manière, ce qui me semble important de préciser, c'est que la FFSU n'intervient que dans le périmètre du sport amateur, et on verra les nombreux liens qu'elle peut avoir avec le sport professionnel. Voilà. Donc, je laisse. Concernant les fonds sport qui sont conservés au département éducation, culture et affaires sociales, on peut distinguer trois ensembles. Tout d'abord, les archives des secrétariats d'État et des ministères successifs en charge de l'éducation physique puis des sports, qui sont, pour la période avant 1964, à rechercher plutôt dans deux sous-séries, la sous-série F17, instruction publique, et la sous-série F44, jeunesse et sport. Je vais insister plus particulièrement sur les archives des structures après 1964, parce que c'est quand même le gros du morceau conservé dans nos fonds. Donc, cela représente plus de 200 versements sport, donc 570 mètres linéaires à peu près, sans parler des archives électroniques qui maintenant sont collectées, ainsi que les archives des services communs jeunesse et sport, donc environ 700 mètres linéaires. Sur la question des fédérations, nous conservons plus particulièrement les archives du Bureau des fédérations sportives 1981-1986, c'est environ 15 versements, ainsi que les archives des successeurs du Bureau des fédérations sportives. Alors je vous passe les différents intitulés de bureau, mais en général,
on a quand même une distinction entre fédération unisport, Jeux olympiques, enfin préparation olympique et sport de haut niveau, versus fédération multisport et action territoriale, activité de plein air. Donc voilà un peu la distinction qui permet de retrouver les archives des différents types de fédérations. Nous conservons également quelques fonds d'opérateurs de l'État. Donc là, j'ai indiqué des archives de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, donc 2 versements. Et je signale un versement tout récent du GIP Sport d'élite et préparation olympique qui contient des demandes de subventions pour le sport automobile sur les années 1993-1995. Enfin, dernier ensemble, ce sont les archives des fédérations, associations sportives qui sont conservées dans les fonds publics. Cyprien et Guilhem ont déjà parlé des archives de l'Office du sport scolaire et universitaire qui est conservé en 69 AJ. Alors, cet ensemble d'archives ministérielles peut parfois paraître difficile à appréhender, non seulement en raison du volume, on n'est pas loin de 1 km linéaire si on met tout bout à bout, mais aussi parce que l'histoire institutionnelle sport, en administration centrale, est quand même relativement complexe, avec des passages successifs, des rattachements aux armées, à l'éducation nationale, affaires sociales, temps libre, etc. Et puis ce sont soit des ministères de plein exercice, soit des secrétariats d'État, soit des hauts commissariats. Tout cela peut expliquer les pertes qu'il y a dans les fonds d'archives publiques. Autre difficulté, c'est la collecte qui se fait au fil de l'eau en continu et qui, aujourd'hui, nécessite des allers-retours permanents entre différents sous-ensembles et de multiples instruments de recherche. Alors, y compris dans des fonds d'archives publiques, puisque sur les fédérations, pour les années 20-30, il faut aller regarder du côté des archives privées, et je pense notamment au fonds Painlevé qui est conservé aux Archives nationales et qui contient des dossiers sur les fédérations pour les années 26-29. Autre difficulté pour appréhender les archives ministérielles sur la question sport, ce sont les traitements archivistiques pour lesquels il faut encore faire une histoire de la conservation aujourd'hui. Enfin, dernier point, Cyprien en a déjà parlé, je l'évoquerai très rapidement, ce sont les délais de communicabilité, puisque toutes les archives publiques sur les questions sport et fédération ne sont pas librement communicables. Alors, quelques clés d'entrée pour entrer justement dans ces fonds-là, c'est faire une histoire institutionnelle des services de l'administration centrale, faire un historique de la conservation. Tout cela permet de mieux comprendre en fait ce que nous conservons aujourd'hui. Alors, on a souhaité, du coup, dans cette présentation, faire dialoguer autant que possible nos exemples et nos cas pour ne pas juste vous proposer une juxtaposition litanique de la présentation des fonds. Et suivant cet objectif, on a distingué 3 états de la fédération sportive qui nous permettent de décomposer grossièrement les couches constitutives de chacun de nos fonds. En premier lieu, on va présenter la fédération sportive comme association, dans ce qu'elle a de plus commun, c'est-à-dire en tant que productrice d'archives administratives, comptables, budgétaires, en somme des archives ordinaires que l'on retrouve classiquement dans chaque fonds d'association. Ensuite, on présente la fédération comme fédération, c'est-à-dire comme regroupement d'associations et comme interface entre des clubs, comités et ligues d'une part, et des instances publiques ou privées à l'échelon national et international d'autre part. Enfin, on se concentre sur le cœur d'activité des fédérations sportives, c'est-à-dire les prérogatives définies par la loi dans le cadre de l'exécution de missions de service public, compétition, formation, arbitrage, matériel, règles techniques, règles disciplinaires, etc. La gestion associative représente une part non négligeable de la production des fédérations. Part d'autant plus importante que c'est celle qui fait l'objet du tri le plus drastique, s'agissant notamment de pièces comptables faisant l'objet d'élimination massive. Il s'agit concrètement de ce qui concerne le personnel, le budget, le bureau, les conseils d'administration, les assemblées générales, tout ce qui fait tourner la fédération administrativement parlant. C'est une somme, alors vous voyez ici cette répartition assez grossière sur les différents fonds qu'on conserve aux Archives nationales, qui peut concerner jusqu'à, ici pour ces 5 cas, jusqu'à 15% de l'ensemble.
Et on peut observer aussi que c'est une part qui est très réduite dans le cadre de la FFSU. Seulement 11 des 261 articles du fonds sont rattachés à cette thématique. Donc c'est un résultat à près de 4%. J'essaie d'expliquer cela par plusieurs pistes. Peut-être une intégration ministérielle relativement forte, du fait de la spécificité de la FFSU qui est rattachée vraiment au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ou simplement en raison de choix effectués au moment de la remise des archives, et c'est plutôt cette explication que je retiendrai. Pour contextualiser l'entrée, la FFSU procède au premier dépôt de ses archives aux Archives nationales seulement 15 ans après sa création, et c'est extrêmement court, ce qui peut expliquer que certains documents aient été conservés à ce moment-là par la Fédération. Le second dépôt étant, dans les années 2000, presque entièrement consacré à la question des compétitions. Tout ça pour souligner que les fonds de fédération dont on dispose sont peut-être à même de permettre d'écrire une histoire administrative des fédérations avant d'en venir à la question du sport, des pratiques, mais que c'est peut-être pas par la Fédération française du sport universitaire qu'on pourra arriver à le faire. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail et dans les typologies qu'on peut retrouver au sein des fonds d'archives que l'on conserve, et en reprenant l'exemple de la Fédération sportive et gymnique du travail, tout d'abord, je pense que le premier document à consulter quand on fait l'histoire de ces fédérations, c'est évidemment les statuts que se fixe la fédération en tant qu'association, qui va permettre elle va se fixer des buts, elle va se fixer une raison d'être, et ça va venir interroger finalement sa relation au sport. Alors, dans le cadre de la Fédération sportive et gymnique du travail, on a évidemment les statuts de 1934 qui sont assez intéressants, puisqu'il est question de défendre les intérêts sportifs de tous les travailleurs. Et c'est du coup ce qui en fait un petit peu la particularité en tant que fédération multisport. Et c'est aussi visible dans tout un tas d'études, de rapports produites par cette fédération qui va véritablement interroger cette notion de sport prolétaire, sport ouvrier, sport populaire, et de savoir quel rôle la fédération doit jouer dans une société où elle devient de plus en plus revendicative et vient défendre les intérêts de ces différents licenciés. Dans les fonds des fédérations, toujours en tant qu'association, les organes de gouvernance et toute la production de documents de gouvernance sont aussi assez intéressants, puisque ce sont des séries documentaires, portes d'entrée pour écrire cette histoire-là. On va y retrouver dans les dossiers de séance, dans les procès-verbaux d'Assemblée générale, des informations très synthétiques et générales sur l'activité de la fédération sur l'ensemble du territoire. Et c'est aussi des séries documentaires qui vont témoigner d'un certain degré de centralisation. Dans le cadre de la FSGT, les informations avaient tendance à remonter au siège de manière assez rapide, ce qui fait qu'on a des documents qui ont été produits dans les différents comités régionaux, mais qui remontent. Donc finalement, l'incendie de 1949 pose un peu moins de problèmes, puisqu'on a d'autres gisements d'archives qui vont former le fonds et qui vont du coup apporter des informations qui auraient pu être perdu. Et le choix d'appeler ça un congrès pour une fédération n'est évidemment pas anodin, puisque la FSGT se réclame évidemment de partis politiques ou de mouvements syndicaux qui utilisent cette formation pour fixer les lignes directrices de leur activité. On va trouver également des documents évidemment très comptables et financiers qui ne sont pas à négliger. C'est peut-être pas les documents qui semblent les plus intéressants ou les plus visuels, mais à travers différentes données statistiques, différents bilans financiers, on peut voir un petit peu comment fonctionne de l'intérieur la fédération à travers les recettes et les dépenses. C'est particulièrement intéressant, comme dans le cadre de la FSGT, qui n'a pas toujours de subventions de la part de l'État, donc il faut qu'elle vive un peu par elle-même. Et là-dedans, il y a un indicateur qui est assez intéressant, c'est le nombre d'adhérents. C'est un chiffre qui va être collecté dans l'ensemble des comités régionaux, qui forment des grandes régions sur l'ensemble du territoire. Et à côté du nombre de pratiquants par discipline, on a aussi des analyses qui vont être plus qualitatives. Et du coup, on a un certain nombre d'informations sur le développement de telle ou telle discipline dans telle région. Et il y a des indications également sur les efforts à fournir pour amener plus d'adhérents, plus de licenciés dans telle ou telle discipline. Alors sur les questions de gouvernance, de fonctionnement et de
financement des associations, des fédérations, si on revient à un niveau plus macro, au niveau des archives ministérielles, leurs apports sont vraiment de deux ordres. Tout d'abord, elles permettent, dans une approche monographique, de combler les lacunes des fonds des fédérations elles-mêmes. Alors pour cela, plusieurs types de sources. Alors gardez bien en tête qu'on a quasiment 1 km linéaire. Donc ce que je vais vous dire, j'ai identifié des grandes masses de typologies dans les fonds sport. Donc, on a tout d'abord les rapports de l'ancienne inspection générale de jeunesse et sport, un ensemble de dossiers tenus sur chacune des fédérations, soit dans les archives de cabinets ministériels, soit dans les différents bureaux en charge des relations avec les fédérations. Un autre ensemble, et j'y reviendrai plusieurs fois parce que malgré l'aridité de cette typologie documentaire, c'est une source très riche, ce sont les comptes financiers des fédérations et les demandes de subventions. Ces documents-là, c'est vraiment une photographie annuelle de l'état de chaque fédération. On y retrouve aussi bien des informations évidemment sur l'état financier de la fédération, mais on y retrouve également des informations sur le personnel. Alors cela va de la femme de ménage jusqu'aux dirigeants, mais également des informations sur les clubs affiliés, les différentes manifestations qui se déroulent dans l'année. Enfin, dernier ensemble, et là c'est plus dans une perspective peut-être d'histoire de l'architecture du sport et de la place des fédérations sur ces questions-là, ce sont les dossiers sur les équipements sportifs et leur sécurité. Le deuxième apport des archives ministérielles, c'est également qu'elles permettent plutôt dans une approche comparative, cette fois-ci entre plusieurs fédérations. Plusieurs ensembles sont à signaler, donc à la fois les textes législatifs et réglementaires sur le fonctionnement des fédérations, les dossiers thématiques qui sont tenus par les anciens inspecteurs jeunesse et sport sur les fédérations. Je pense notamment à plusieurs dossiers sur le sport et l'entreprise, où là, on a tout un ensemble de correspondances avec différentes fédérations. On peut également mettre en avant les enquêtes nationales et les réponses des différentes fédérations. Et enfin, tout type de documents de synthèse qui sont établis par l'administration centrale, à la fois sur les subventions, mais également sur les statistiques des licenciés. Ensuite, dans une seconde partie, intitulée « La fédération interface entre échelons locaux, nationaux et internationaux », on va vous présenter les interactions que peut avoir la fédération avec tout un tas d'autres acteurs dans un environnement administratif particulier. Alors, dans le cadre, toujours en suivant ce fil rouge de la FSGT, on voit que les archives des fédérations, c'est aussi beaucoup l'occasion de parler de l'histoire des clubs affiliés. Et on a souvent des ensembles documentaires qui vont permettre d'écrire grâce à ces sources complémentaires, l'histoire de certains clubs. Donc, dans le fond de la SFGT, on trouve beaucoup d'informations sur la section handball de l'US Ivry. Et notamment, on a tout un dossier sur la tenue du challenge Georges Marane, qui est créé en 1975. Georges Marane, du coup, a été maire d'Ivry. Il est aussi président de l'US Ivry, donc le club de sport, et il était également membre de la FSGT. Donc la création de ce challenge qui, à l'origine, a pour but de proposer un spectacle sportif aux habitants d'Ivry, également d'apporter un challenge à l'équipe première, mais aussi de tisser des relations internationales avec beaucoup de partenaires, mais surtout des partenaires et des pays du bloc de l'Est, va se transformer de plus en plus en un événement qui va permettre à l'équipe première d'Ivry de se professionnaliser. Et finalement, à travers ces documents, on voit l'évolution de la trajectoire de ce club qui, en fait, fait le choix de rentrer dans le cadre de la Fédération française de handball, de s'éloigner de plus en plus de la FSGT. Et à travers ça, c'est la mise en place de dispositifs de recrutement, de formation, l'entrée dans l'économie du sport-spectacle, le recrutement de sportifs internationaux. C'est toute cette histoire qu'on peut écrire à travers certains documents qu'on retrouve au sein de la FSGT. Et on a de très beaux documents visuels, comme vous pouvez le voir, grâce à toute une photothèque comprise dans les archives de cette fédération.
Donc voilà, quand on s'intéresse à un club, si le club n'a pas conservé ses archives, on peut penser à aller voir dans les fonds de ces fédérations multisports qui peuvent être parfois les seuls documents, qui peuvent comporter les seuls documents parfois pour traiter de ces histoires qui ont pu disparaître. Donc les fédérations, elles constituent un objet idéal pour engager un jeu d'échelle allant du local au global, puisque leur existence en fait le relais entre des organisations très locales, les clubs, les départementales, les comités, les ligues au niveau régional, et les organisations nationales, ministères, CNOSF, fédérations internationales, comité international olympique, etc. Selon la répartition que j'ai établie, ça représente quand même plus de 400 articles qui traversent tous les fonds. Donc il y a vraiment de la matière pour écrire ces choses-là. Le cas de la FFSU ici est spécifique en raison du maillage territorial nécessairement plus lâche que pour les restes des autres fédérations. Vous pouvez l'observer sur les cartes que je vous ai proposées, hein. Et ce n'est pas sans conséquence, comme on le verra, sur leur discipline. Contrairement à l'ensemble des autres fédérations, la FFSU, comme je l'ai dit, est en relation appuyée et soutenue avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces archives permettent d'éclairer les interactions au sein d'un triangle qui est tout de même complété par le ministère des Sports. La FFSU, enfin, ne gère pas de carrière professionnelle. Sa dernière spécificité à ce niveau-là, elle réside vraiment dans le lien qu'elle entretient avec certaines fédérations délégataires, puisqu'en fait, certains sportifs de haut niveau sont rattachés à la FFSU dans le cadre de leurs études, en étant membres, par exemple, d'équipes de France fédérale, et participent à des compétitions universitaires plus ou moins ponctuellement. Donc les sources de la FFSU, elles peuvent aussi servir à documenter l'histoire d'autres fédérations et participer à enrichir la perspective comparative qu'on a déjà évoquée. Alors si on se replace du point de vue des archives ministérielles et sur la question des relations des fédérations avec leurs différents interlocuteurs, évidemment, les archives ministérielles permettent un focus sur le politique et les fédérations à travers notamment les archives des cabinets ministériels. Cet ensemble d'archives permet également d'évaluer sur le long temps le contrôle de l'État sur les fédérations et sur leur réseau. Alors à partir de plusieurs ensembles, notamment les comptes financiers, les subventions, j'en ai déjà parlé, mais également à travers le rôle des délégués ministériels auprès des fédérations. Et là, nous conservons, alors c'est un carton, mais je le signale tout de même, les archives du délégué auprès de la Fédération française de ski. Également tous les dossiers tournant autour de la mise à disposition des cadres techniques auprès des fédérations et bien sûr d'autres dossiers thématiques comme sur la publicité ou le loto sportif. A contrario, les archives du ministère permettent également de voir quels sont les apports des différentes fédérations aux politiques publiques du sport. À travers, je l'ai déjà dit, les dossiers de cabinet ministériel, mais également sur des thématiques comme la prévention et la lutte contre le dopage, le sport pour tous, la place des femmes dans le sport. Et là, je signale un ensemble de dossiers particulièrement intéressants de la mission Femmes et Sport entre 1998 et 2002. Et bien évidemment, les questions de sport et de handicap. Donc on revient pour terminer sur les missions de service public exécutées, soit prises en charge à part entière dans le cadre des fédérations délégataires, soit qu'elles y participent dans le cadre des fédérations seulement agréées. Donc je vous ai mis ici rapidement les missions telles qu'elles sont définies la plupart du temps par la loi. Je ne vais pas les détailler pour aller plus vite. La première chose qu'il faut noter avant d'entrer dans le détail, c'est que les fonds des fédérations, tels qu'on les conserve aux archives nationales, elles témoignent d'abord de la façon dont ces missions se sont établies, pour certaines avant d'être définies comme des missions de service public, d'autres arrivant plus tardivement. Les archives de la FFSU, elles permettent également d'écrire une histoire de l'université et de l'enseignement supérieur. Selon plusieurs modalités, le sport qui s'y déroule amateur n'est pas le même selon qu'il s'agisse d'équipes constituées dans les filières STAPS et qui sont proches du haut niveau ou de la pratique de loisirs, par exemple de préparationnaires aux grandes écoles qui peuvent y être associés. Donc observer ces pratiques permet d'écrire une histoire de l'éducation d'un point de vue original et renouvelé,
ce qu'on n'attendrait pas forcément dans les fonds des fédérations. En outre, on peut trouver des éléments sur des sportifs de haut niveau ayant fait carrière et étant passés par la FFSU dans le cadre de leurs études, et donc des monographies sur ces personnalités-là gagneraient à envisager les fonds de la FFSU, pas forcément instinctifs. Les fonds conservés rendent également compte du suivi statistique réalisé sur toutes les catégories, la FFSU offrant l'avantage de constituer un observatoire transversal de la pratique de plus de 40 voire 50 disciplines au niveau compétitif, ce qui concerne 30 000 licenciés par exemple en 1983. Aujourd'hui, on est à 110 000 licenciés, ce qui est un chiffre proche du nombre de licenciés de la Fédération française de cyclisme, si je ne me trompe pas. Et du fait du maillage territorial particulier sur lequel la FFSU repose, les universités peuvent également tenir lieu de centres d'excellence pour certaines disciplines moins dotées, même si c'est une hypothèse qui reste à tester en la confrontant aux archives. La richesse du fonds de la FFSU, pour terminer, s'observe en particulier pour ce qui est des compétitions. La fédération étant déchargée de la fixation de règles techniques qui sont souvent à la charge de fédérations unisport. Mais donc on peut observer la participation de sportifs français qui représentent la France à l'échelon international à des compétitions comme les Universiades, qui sont organisées toutes les années impaires, et observer notamment, je le rappelle, des formes de détachement de sportifs des équipes de France fédérale. Et on pourrait étudier par là l'enjeu de représentation de la France à travers le sport amateur, dans l'esprit initial de l'olympisme que d'autres manifestations parallèles ont tenté de sauvegarder. Et Quentin va développer cet aspect. Simplement un petit rappel, sinon visuel, sur un autre aspect que cette histoire permet de documenter, c'est l'incursion progressive de la publicité et du sponsoring via le sport, qu'on voit arriver très tôt, comme sur cette image, et sur la suivante. Alors effectivement, un point rapide sur la tenue des manifestations, ça nous donne évidemment ça nous permet d'alimenter toute une réflexion autour du lien qu'entretient la fédération avec l'État, avec d'autres compétitions plus officielles, internationales ou non. On peut citer l'organisation d'Olympiades ouvrières par la FSGT qui se construisent contre d'autres manifestations plus officielles, mais également le soutien à des événements, des manifestations beaucoup plus locales. Là, j'ai mis une affiche pour un championnat fédéral de boules lyonnaises organisé au Creusot. Donc des manifestations qui vont évidemment animer la vie municipale des localités dans lesquelles elles sont organisées. Et on a également, on en parlait un petit peu ce matin en introduction, des possibilités de recherche à travers des documents qui vont nous renseigner sur l'aspect très technique du matériel sportif. Alors ici, on a un memento qui a été rédigé à l'usage des formateurs et des encadrants pour les sports de montagne en 1958. Et à l'intérieur, on a des indications très précises sur le type de matériel utilisé, la qualité des fibres textiles, etc. C'est particulièrement intéressant dans les sports de montagne qui, comme on le sait, nécessitent un équipement particulièrement technique qui est développé à partir de cette période. Et sur ces questions-là, si on revient aux archives ministérielles, donc elles sont composées d'un certain nombre de dossiers sur l'organisation et le contrôle des grandes compétitions et de la préparation aux Jeux Olympiques. Donc très rapidement, je signale, juste parce que le temps est compté maintenant, les dossiers sur la préparation olympique des athlètes et sur la composition des délégations olympiques. Donc vous voyez ici quelques documents qui proviennent de ces archives-là et qui montrent que les archives ministérielles ne sont pas que des dossiers de subventions et des comptes financiers. Enfin, les autres facettes de l'organisation fédérale se retrouvent également en écho dans les archives ministérielles sur un certain nombre d'ensembles, donc à la fois sur les éducateurs et les brevets d'État, la formation, les stages sportifs, le développement des disciplines sportives. Ici, je vous ai mis un exemple d'un document qui provient d'un dossier sur l'haltérophilie et le culturisme, mais il y a également des dossiers, notamment un versement très important sur l'alpinisme et le ski. Enfin, les derniers aspects que l'on retrouve dans les archives ministérielles, c'est évidemment la surveillance médicale des athlètes de haut niveau et l'organisation des carrières des arbitres et des athlètes, et notamment l'insertion socio-professionnelle des athlètes de haut niveau. Et c'est fini. Merci de votre attention.
C'était ambitieux. Merci beaucoup à toutes nos intervenantes et à tous nos intervenants pour ces belles présentations. Il était initialement prévu que l'on bascule dans un format en table ronde. Le temps avance bien plus vite que l'on imaginait. Donc je vous propose peut-être de prendre une grande question qui nous vient de la salle et puis de continuer de manière informelle autour d'une pause café qu'on oserait couper du programme et puis de reprendre vers 11h20 pour la deuxième table ronde. Donc s'il y a une question dans la salle, n'hésitez pas. Et sinon, le café est encore chaud. Eh bien, allons-y pour une pause café. Merci beaucoup encore aux archives pour leur présentation.